Alors bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est vrai que c'est une soirée, vous êtes nombreux là, hein, donc c'est très agréable. Donc ce soir est la 16e édition du Salon d'Anaïs. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir monsieur Didier Van Kevelart, que vous venez d'applaudir, mais qu'on peut applaudir une deuxième fois. Bonsoir. Ce soir, nous vous recevons pour vos deux dernières publications. Vous avez fait fort, là. Le Dictionnaire de l'impossible, publié chez Plomb, et Les abeilles et la vie, publié chez Michel Lafon. Alors, bon, moi, j'ai choisi de commencer à parler du Dictionnaire de l'impossible. Je pense que c'est plus logique. J'ai été frappée par le nombre de notes et de renvois sur des films que l'on peut donc visionner sur YouTube, des références, des témoignages, et puis aussi par l'humour que l'on retrouve à chaque fin de chapitre. Il y a toujours vraiment cet humour qui vous caractérise et qui nous renvoie à notre normalité, même si c'est le dictionnaire de l'impossible. Je me permettais juste une petite parenthèse, parce que vous dites pour moi quelque chose de crucial sur l'humour. Si je me suis intéressé à ce que je préfère appeler l'extraordinaire que le paranormal, c'est-à-dire ce qui nous sort de... Parce que qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, on pourra développer après. Souvent, le paranormal d'hier, c'est la science d'aujourd'hui. Ce n'est pas Mario Varvoklis qui me contredira, le président de l'Institut métapsychique international, qui est à la base énormément de découvertes sur ce qui sera demain, les lois scientifiques, je pense. C'est le professeur Jean Bernard qui, depuis mon premier roman, a toujours été celui qui, en recevant le service de presse, quand on envoie ses textes avant que le livre soit en vente, et c'est toujours Jean Bernard qui me répondait le premier. Mais des lettres de 3 pages. Cet homme était outre le grand professeur de médecine qu'on connaît, c'était un immense lecteur. Et quelqu'un, j'étais très intimidé qu'il s'intéresse autant à ce que j'écrivais. Et je pense que sur mon 3e roman, il m'écrit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il me dit « N'oubliez pas que votre humour est le meilleur outil pour explorer l'invisible. Ne vous en privez pas. » Et vous savez, il y a des phrases qui résonnent comme ça, qui vous poussent comme un diapason à trouver vos accords et puis à développer vos thèmes. Et je pense qu'il est indispensable pour ne pas tomber dans la fascination de choses extraordinaires, tout ce qu'on découvre dans le dictionnaire et qui est vrai, qui est attesté. Bon, il ne faut pas perdre pied non plus. Donc l'humour est toujours une correction de trajectoire indispensable. C'est pour ça que je dis que ça nous ramène à notre normalité. Voilà. Alors justement, donc comme c'est classé, c'est un dictionnaire, mais vous réabordez souvent les mêmes thèmes avec des renvois. J'avais envie d'aborder d'abord l'intelligence de la nature. Hein. Vous avez écrit un très beau livre, Le journal intime d'un arbre, où on vit avec un poirier qui regarde des générations d'hommes vivre et mourir. Et vous parlez donc justement des arbres de la nature. Est-il vrai que les arbres sont immortels, qu'ils n'ont pas de programmation de vieillissement et de mort? Alors, là, vous commencez très fort sur la définition de l'immortalité. Disons qu'il n'y a pas chez l'arbre une programmation de ses naissances comme chez l'homme, c'est-à-dire avec un vieillissement des cellules, les cellules qui ne se renouvellent pas, dans tout ce qu'aujourd'hui la médecine du XXIe siècle, comme on l'appelle, essaie de corriger pour que nous puissions vivre 200 ans. Il paraît que l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Bon, mais dans quel état et pourquoi faire? Ça, c'est notre problème. Mais l'arbre, en revanche, n'arrête jamais de croître. L'homme jeune s'arrête de grandir très tôt. Ce qui continue de pousser, bon, ce sont les cheveux, les ongles, tout ça, mais l'arbre continue son expansion sans fin. Pourquoi est-ce que l'arbre meurt? C'est ce sont des agents pathogènes. Il n'a pas de programmation en lui comme on peut trouver chez l'homme. Simplement, sa résistance aux attaques extérieures peut diminuer avec des variations climatiques, avec des problèmes de sol, de parasites, mais on se rend bien compte sur les très très vieux arbres, les plus vieux arbres que l'on a. On en a un chez nous, hein, n'oublions pas, c'est toujours grande émotion pour moi quand je vais à Roquebrune d'aller voir l'un des plus vieux arbres d'Europe, qui est cet olivier de Roquebrune.
Charlemagne a fait la sieste sous ces branches. Il était déjà très grand vu la description qu'on en a, donc il est millénaire. Et il a été sauvé de justesse, parce que le terrain sur lequel il est appartenait à un marchand de bois qui avait acheté le terrain. Et puis cet arbre débordé sur la route faisait sauter la chaussée et tout. Il était assez mal considéré. Et il a été sauvé in extremis, dans un hasard incroyable, Gabriel Hanotaux, qui passait là, ministre, qui tombe amoureux de cet arbre, et au moment où arrivent des gens avec une hache, quoi. Du coup, il dit, vous êtes fou, vous n'avez pas coupé cet arbre. Et donc, il donne un prix pour l'ensemble du terrain, tout ça tellement énorme qu'il le sauve. Pourquoi je suis tellement attaché aux arbres? C'est que les arbres sont très proches de nous, de notre fonctionnement vasculaire. Quand on le compare à la circulation de la sève, il se passe des choses très, très étonnantes. La grande différence entre l'arbre et l'être humain, c'est que l'être humain a une unité centrale qui est le cerveau, tandis que l'arbre, lui, n'a pas de cerveau. Mais en fait, on se rend compte, en étudiant le fonctionnement de l'arbre, comme l'a fait le grand botaniste Jean-Marie Pelt ou Francis Allais, on se rend compte que chaque cellule de l'arbre agit comme un cerveau. C'est-à-dire que le traitement de l'information, de l'action, de la communication se passe à tous les niveaux de l'arbre, mais sans qu'il y ait cette unité centrale. Et puis pourquoi beaucoup d'entre nous ont un réflexe d'enlacer un arbre? On sent quand même qu'il y a des vibrations qui sont communes. Quand on a des plantes vertes, on sent très bien que si on leur parle, si on les aime, elles grandissent de manière différente. N'oublions pas, même si ça fait bondir certains, mais on en a la preuve, n'oublions pas que nous venons du végétal. Nous venons tous de la bactérie initiale qui a fabriqué le premier être unicellulaire, qui était un végétal. Et ces algues initiales, à un moment donné, on a trouvé des fossiles dans... Non, parce que le fossile calcaire, c'est fossile calcaire, ça fait... En Rhodésie, où on a trouvé cette algue brune qui a... Là, je vous parle, on est entre 3 et 4 milliards d'années. Oui, c'est ce que vous dites, et à ce moment-là, il y a une algue brune condamnée à flotter au gré de l'océan, qui tout à coup se fait pousser des cils. Et ces cils vont lui permettre de nager, donc de se déplacer intentionnellement. Et donc, à ce moment-là, cette algue, elle fait la synthèse chlorophyllienne. Donc, elle se nourrit grâce à la lumière, au traitement de la lumière. Et tout à coup, en se déplaçant, elle invente la chasse. Et elle se fabrique une bouche, cette algue, et elle va ingérer des proies, du plancton. Et en fait, on a la preuve que cet être végétal a donné le premier être animal, parce que en se mettant à se déplacer, à chasser les proies extérieures, eh bien, il a arrêté la synthèse chlorophyllienne et s'est mis à respirer au bout d'un moment. Donc on a toute cette chaîne d'évolution. Je crois que c'est toujours important de rappeler l'unité. Ça me gêne toujours un peu quand on emploie, même les gens qui défendent la nature, c'est très bien, ils emploient le mot environnement. Je pense qu'il faudrait un petit peu arrêter ce positionnement de l'homme qui est au centre, qui est le personnage central, et autour, c'est un décor, un environnement. Non, nous sommes partie intégrante de ce décor. Nous en sommes un élément comme tout le reste des créatures vivantes, y compris ces végétaux, y compris ces minéraux que l'on croit complètement inertes et qui ont une vie vibratoire que l'on peut mesurer aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut aussi marier finalement l'intelligence animale et l'intelligence végétale, puisqu'il y a des très belles histoires où vous dites finalement qu'il y a un dialogue d'amour, moi je dirais un dialogue d'amour vache presque, entre la nature et les animaux, parce qu'il n'y a jamais de tuerie, mais finalement... Parfois. Un petit peu. Parfois. Mais il y a, entre les kangourous et les acacias, c'est ça, hein, les coccinelles et les courges, voilà, pour finir avec le monde un petit peu. Ça, c'est intéressant aussi. Parlons de la coccinelle, la coccinelle des courges. Alors, particulièrement nombreuse au Mexique, cette coccinelle a la particularité de se nourrir de feuilles de courge, mais d'une manière assez particulière qui a été un casse-tête pour les botanistes pendant des années. C'est-à-dire que la coccinelle monte le long de la tige, va sur une feuille,
Et avant de manger cette feuille, elle commence par faire du découpage, par faire une tranchée tout près de l'endroit où la feuille est reliée à la tige. Et on se demande pourquoi elle fait ça. Et après, une fois qu'il y a vraiment cette tranchée, où elle ne mange pas, elle ne fait que creuser, elle va à une extrémité de la feuille et puis elle se met à manger tranquillement. On a fini par découvrir que lorsque la courge est attaquée par ces coccinelles, elle rend ses feuilles toxiques. Mais pour cela, il faut qu'elle reçoive l'information qu'elle est attaquée. Et comment cette information est reçue? Une feuille attaquée envoie un signal, bien sûr en direction de la tige, et là, la plante modifie ses tanins et se rend toxique. Mais s'il y a un brouillage de transmission, cette tranchée comme ça qui évite que le système foliaire ne reçoive l'information, la coccinelle est tranquille pendant un petit moment, le temps de manger la feuille. Et après, elle s'en va, elle a mangé sa feuille. Et on a observé que le lendemain, une fois qu'elle a bien digéré, elle reprend son repas, mais elle ne retourne pas sur ce plant de courge. Elle va prendre un plant de courge à 6,50 m en moyenne. On se dit, pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Et on a fini par découvrir que non seulement la courge, mais tous les végétaux, mais c'est la courge qui a vraiment permis les premières publications scientifiques là-dessus. Non seulement elle empoisonne ses feuilles pour se défendre contre le prédateur, mais elle envoie un message d'alerte à ses congénères. Ce message d'alerte n'est pas proprement parlé de la télépathie, puisqu'on a découvert que c'est un moyen gazeux, c'est l'éthylène qui sert à la transmission de ce message d'alerte, qui fait que, avant d'être attaqués, les autres plants de courge vont empoisonner leurs feuilles. On l'a observé après dans les acacias au moment de l'attaque des koudous. Voilà. Après, il y a eu à partir des années 70-80, on a vraiment commencé à vérifier dans quasiment toutes les espèces ce fonctionnement, cette réponse à l'agression et cette communication pour prévenir les autres qu'ils allaient être agressés. Simplement, la coccinelle, elle a compris qu'en conditions normales, c'est-à-dire sans grand vent ou tout ça, il y avait danger jusqu'à 6 mètres. Donc elle va brouter à 6,50 m. J'ai encore des questions à vous poser sur un petit animal qui m'a posé problème, le ver de terre, que j'aime pas beaucoup, mais bon, ce sera intéressant d'en reparler. Oui, tout a changé depuis que vous avez lu le dictionnaire. Depuis que j'ai lu le Maintenant, dictionnaire. vous ne pouvez qu'aimer le ver de terre. Oui, j'adore le ver de terre. Parlons du ver de terre et on revient à Lourdes après. Parce que le ver de terre, dans les années 70... C'est le héros de notre soirée. Oh, ça paraît acrobatique, mais... Non, on va y arriver. Après, on passe aux abeilles quand même. Dans les années 70, un chercheur qui s'appelait McConnell publie quelque chose qui fait ricaner tout le monde. Donc, même pas, c'est-à-dire qu'on ne se donne même pas la peine de démontrer qu'il a tort, tellement personne n'y croit. Et donc, lui dit, lorsqu'on décapite un ver de terre, et même si on ne lui laisse que 10% de son corps, en 14 jours, il régénère tout, y compris son cerveau. Bon, le cerveau du ver de terre, il ne faut pas ricaner, hein, il y a quand même un cerveau, mais c'est pas il ne ressemble pas au nôtre, c'est comme deux anneaux Je croyais qu'on avait 75% d'ADN commun. Vous me cassez mon effet, là. C'est pas bien, Anaïs. Vous n'avez rien entendu. Ah non, j'ai rien dit. Ne me cassez pas la chute. Donc, oui, il y a une forme de cerveau, mais qui est une unité de traitement d'information et tout. Et donc, ce cerveau repousse aussi. Et bon... Et puis voilà, que j'étais en train de finir le dictionnaire, hein, j'étais au mois de juin, et tout à coup, je tombe sur une publication de l'université du Massachusetts, extraordinaire, et j'ai juste le temps de la glisser dans le dictionnaire sur épreuve, parce que voilà que des chercheurs ont eu l'idée de reprendre les travaux de McConnell, et en se disant, on va voir, bon, ok, le ver de terre se régénère, mais ok, son cerveau se régénère, mais sa mémoire, est-ce que c'est la même mémoire? Et là, ils ont eu ce protocole extraordinaire qui a consisté à enrichir la mémoire du ver de terre en lui faisant faire une chose que jamais les vers de terre ne font, c'est-à-dire associer la nourriture à la lumière forte. Et alors, ils ont mis un ver de terre dans un bac de terre, dans une cage en verre, et le seul endroit où il y avait de la nourriture, c'était sous une lampe très forte. Donc, le ver de terre, il faisait son boulot de ver de terre à chercher, il ne trouvait rien. Et au bout d'un moment, il est allé vers la lumière, parce que sinon il mourrait de faim. Donc il a violé ses gènes, sa nature, son allergie de ver de terre pour ne pas mourir.
on le décapite. 14 jours après, on a un nouveau ver de terre. Quelle va être sa première action? C'est d'aller vers la lumière, alors qu'il n'y a pas de nourriture à ce moment-là, sous la lumière. Ça, c'est un protocole scientifique extraordinaire. J'adore, pour ça que moi qui suis qu'un littéraire de départ, je suis tombé amoureux des scientifiques qui ont ces idées de poètes, et pour arriver à une démonstration scientifique vertigineuse. Parce que, ok, l'histoire est belle, mais comment on l'interprète? Quand le ver de terre n'avait plus de cerveau, où était sa mémoire? Alors là, il y a deux. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Ah bah oui, il y a deux courants scientifiques qui s'opposent là-dessus. En même temps, comme souvent dans les oppositions scientifiques, il faudrait qu'ils admettent que les deux peuvent tout à fait coexister. Que le cerveau est ailleurs. Alors, ou bien, ça c'est la théorie de la non-localisation de la conscience dans le cerveau qui serait juste l'interface. Et puis l'autre, c'est le fait, c'est le modèle holographique, c'est-à-dire que chaque partie de notre corps, chaque cellule contient l'ensemble. Quand on casse un hologramme, chaque fragment contient le tout. Donc à ce moment-là, il suffit qu'on ait 10% d'un corps de ver de terre pour que tout soit reconstitué. Mais il y a aussi cette... on ne va pas détailler, mais les gens verront dans le dictionnaire, il y a beaucoup d'expériences qui tendent à confirmer que, notamment d'ailleurs dans le cas des expériences aux frontières de la mort, lorsque le cerveau ne fonctionne absolument pas et qu'il y a une conscience qui enregistre des informations, ça ne vient pas du cerveau, ça vient d'où? Il semblerait, soyons toujours prudents, mais il semblerait qu'à ce moment-là, la conscience soit délocalisée comme un disque dur externe qui sauvegarde les données lorsque l'ordinateur a un problème. Et lorsque l'ordinateur, s'il est réparé, après on réinjecte, la mémoire se retrouve et la conscience se retrouve réinjectée. Ça, ce sont des modes, des terrains de recherche absolument passionnants dans lesquels on avance à grands pas aujourd'hui. Einstein déjà avait été passionné par ces phénomènes, puisque vous dites que les scientifiques, en fait, finalement, les physiciens conservent le temps comme un millefeuille. Ça, c'est vraiment une très belle définition. Oui, elle n'est pas de moi, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, finalement... Et juste pour revenir sur le ver de terre, pourquoi c'est si important d'en parler? C'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le ver de terre a un ADN commun au nôtre à 75%. À tel point qu'on a réparé un ADN abîmé, cassé de ver de terre, avec un bout de gène humain, tu vois, un ver nématode. Et le ver s'en est très bien trouvé. Alors moi, j'ai été passionnée par le dictionnaire, et autant j'ai été passionnée par le dictionnaire, autant j'ai été émerveillée par votre livre sur les abeilles, parce que c'est un vrai régal, c'est une vraie poésie à l'œil et à l'ouïe. Oui, en plus, j'y suis que pour 50%, parce qu'il y a des photos absolument sublimes. Il y a des photos absolument sublimes. Alors, pardon, pour la petite histoire, pour la transition entre les deux. Oui, pour la transition entre les deux. Alors, vous parlez déjà des abeilles dans ce dictionnaire. Et en fait, j'étais en train de faire un article sur l'intelligence des abeilles, et je reçois un appel. C'est l'éditeur Michel Lafon qui me dit, écoutez, j'ai les plus belles photos du monde sur les abeilles, il faut que vous fassiez le texte. Étonnant, ce qu'on appelle un peu les synchronicités. Et quand même... Et je lui dis, mais c'est pour quand? Et il me donne la date. Je lui dis, ah non, c'est pas possible. Je suis dans un chantier absolument gigantesque. D'ailleurs, je parle des abeilles, mais non, je peux absolument pas prendre quelque chose. Il me dit, je peux vous envoyer quand même les photos ou jeter un œil? Je dis, oui, comme ça. Et puis, je reçois les photos. Je les trouve superbes, mais c'était vraiment pas raisonnable. Et puis, je donne pas de nouvelles. Et il me rappelle. Et quand il me rappelle, j'étais en train d'écrire le deuxième article sur les abeilles avec le robot. Le robot, oui. L'abeille artificielle. Et là, je me dis, bon, allez, ok, il faut que je le fasse. À un moment donné, il ne faut pas discuter, quoi. Et je n'ai pas regretté, même si ça a été absolument épuisant, mais ça m'a permis de développer beaucoup de choses, d'encore de découvrir sur tous les mystères du fonctionnement des abeilles. Et puis, grâce à ces photos, on entre dans l'intimité de la ruche, on entre en empathie avec les abeilles. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'écris avec un tel dialogue sur des photos. Et ça fait partie, je pense, de ce que vous disiez au niveau émerveillement. Ah oui, émerveillement. Et puis alors, c'est aussi un cri d'alarme, hein, puisqu'effectivement, les abeilles sont en danger. Alors moi, j'étais très étonnée parce que, 140 millions d'années d'existence, les abeilles, en même temps que les fleurs.
La coévolution, chère à Darwin. Oui. Par contre, effectivement, elles sont organisées que depuis 70 millions d'années en ruches. Enfin, leur habitat, hein, puisqu'avant c'était des abeilles isolées. Oui, c'est-à-dire que le principe, elles étaient déjà, parce qu'on voit, notamment dans la grotte de l'araignée en Espagne, on voit qu'au néolithique, déjà les hommes préhistoriques étaient fascinés par les abeilles. Ils avaient compris le fonctionnement. Il y a des reproductions donc bien sûr, c'était des ruches qu'elles construisaient dans des arbres généralement ou dans des trous du sol, mais il y avait déjà cette structure, un alvéole. Ça, c'est pas l'homme qui a dit, simplement à un moment donné. Et on voit très bien donc les premières apicultrices, car c'était une femme qui figure sur les parois. La photo est dans votre livre, photo de la grotte de l'araignée. C'est merveilleusement stylisé, c'est un dessin d'une beauté. Et on voit une femme avec une espèce de panier sur une sorte d'échelle qui a un arbre mort qui lui permet de monter jusqu'à cet arbre où se trouvent les abeilles qui tournent autour d'elle tandis qu'elle prend le miel. Et il est très vraisemblable que la structure donc, des abeilles domestiques vivant en ruche, les abeilles sociales, c'est-à-dire c'est pas domestique parce qu'elles ont été domestiquées par l'homme, c'est parce qu'elles sont... et c'est la minorité d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on pense. Ah oui, les espèces d'abeilles solitaires sont plus nombreuses que les abeilles sociales sur la Terre. Mais le fonctionnement de la ruche a sans doute inspiré les constructions sociales des premiers hommes, et ils ont sans doute appris l'agriculture, principe d'agriculture avec les abeilles, la transformation d'une matière première, la fleur, en miel, qui devient nourriture pour eux. Et la cire qui devient, qui permet de fabriquer des tas de choses. Donc très tôt, on pense, certains spécialistes de la préhistoire pensent que l'homme a su prélever le miel avant de savoir traire les vaches, ou l'équivalent. Il y a une très belle devise, la devise des abeilles, mémoriser pour transmettre, transmettre pour agir, agir pour servir la collectivité. Alors c'est vraiment... Moi, je me suis permis s'il devait y avoir une devise au fronton des ruches, ça serait celle-là. Ce serait celle-là. Alors, une colonie de 50 000 abeilles qui chacune possède 900 000 cellules nerveuses, donc 5 fois plus que la capacité d'un cerveau humain. C'est incroyable. En même temps, je me suis dit, donc, elles ont 4 mémoires, c'est ça, dans 1 milligramme. Donc c'est étonnant, enfin, je veux dire. C'est surtout ce qu'elles font de ce milligramme de cerveau. En même temps, je mettais ça en parallèle avec l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus jeune sur la Terre, on est allé beaucoup plus vite. Donc l'abeille, enfin là, elle est en train de muter puisqu'elle est en danger. Donc vous expliquez qu'elle est en train de peut-être de se défendre. Ça voilà. C'est très net. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. Parce qu'elle a quand même survécu aux glaciations, elle a bien avant nous, mais là, simplement, depuis moins d'un siècle, elle a connu plus de perturbations que durant toute son existence, depuis 140 millions d'années. Elle a connu les insecticides, les transhumances abusives, telles qu'on le voit dans ces images cauchemardesque des pollinisations des amandiers. Oui, c'est ça, l'opération amandier. C'était 2000 semi-remorques qui amènent les ruches et elles n'ont que des hectares d'amandiers. Or, la monoculture intensive est fatale aux abeilles, plus les pesticides qu'on leur balance tandis qu'elles font leur boulot de pollinisatrice, 70% de mortalité. Oui, c'est énorme. Vous parlez de l'opération lavande, l'opération amandier du désert. C'est incroyable, ces opérations. Moi, je connaissais pas, je savais pas du tout que... C'est moi qui ai appris ces noms de commandos de guerre comme ça. Je me suis dit, mais oui, parce que c'est ça. Et après, en fait. elles vont... on les amène ailleurs une fois que les amandiers sont finis. Il y a les pommes, il y a tout. Enfin bon, il y a tout. Ce sont des commandos d'abeilles. Et il faut savoir que ce transport d'abeilles pour facturer, donc... s'étend la ruche comme ça auprès des agriculteurs, est devenu le métier numéro 1 des apiculteurs avant la production de miel aux États-Unis. Donc voilà, c'est plus les OGM, plus le varroa, ce fameux pou qui s'attaque à elle et aux larves et qui les suce à l'intérieur, mais qui est la faute de l'homme là aussi.
il y avait un seul endroit sur Terre où il y avait ce pou, c'est l'île de Java. Et les abeilles Java avaient l'habitude, elles savaient s'épouiller depuis. Donc, quand le pou apparaissait, elles étaient habituées. Donc, ça ne les mettait pas en danger. C'est comme nous, bon, avec des parasites, ben on se soigne parce qu'il faut. Et puis, l'Union soviétique décide d'améliorer le rendement. Ils avaient observé que les abeilles, que les reines avaient une ponte exceptionnelle à Java, et voilà, elles étaient ultra productives et tout. Donc, ils sortent de Java des reines de manière à améliorer l'abeille noire en URSS. Et donc, c'est comme ça que le varroa, ce pou, se retrouve introduit en Russie. Et il va s'échapper d'un laboratoire. Et alors, on a tracé, il s'est échappé le long du transsibérien. Et il s'est répandu partout d'Europe, côté Orient. Il est arrivé en France en 1984. Et depuis, c'est un truc épouvantable, parce qu'il y a encore pire que le varroa, que cet acarien, ce sont les acaricides. Ce sont les traitements que l'on met dans les ruches et qu'on retrouve après dans le miel qu'on mange aussi, et qui démolissent aussi les abeilles. Il y a les pollutions électromagnétiques aussi qui les désorientent. Ces OGM, bon, on a vu qu'il y a déjà des gènes mutants du colza qui ont colonisé leurs intestins, comme l'avait prévu Jean-Marie Pelt et Eric Serralini dans les années 90. Voilà. Et puis, mais on voit ce syndrome d'effondrement des colonies majoritairement dû au progrès humain, progrès entre guillemets, et on voit comment les abeilles y répondent. Ben oui, parce que alors il y a une phrase qui m'a, vous dites quelque chose de frappant. Einstein avait dit: si l'abeille disparaissait sur la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Pourquoi ? Parce que 80% des fruits et légumes ont besoin d'être pollinisés, principalement par les abeilles. Alors cette phrase a été très controversée. On a accusé les apiculteurs de l'avoir inventée pour se trouver un parrainage prestigieux. Mais Rémi Chauvin m'a confirmé qu'il avait dit cette phrase à Carl von Frisch, le grand spécialiste des abeilles, le prix Nobel, qui le premier a compris et décrypté le langage des abeilles, car c'est un véritable langage. Pour les exploratrices, explique, quand elles reviennent à la ruche, au moyen d'une danse qui combine des demi-cercles, des variations de bourdonnement, des mouvements d'antenne et tout cela, elles expliquent à la fois la trajectoire, il faut aller, la distance et la direction, en faisant l'axe du Soleil, du déplacement du Soleil. Et en 1943, quand Carl von Frisch a publié ça, la plupart la communauté scientifique a ricané. Et on a vraiment prouvé qu'il avait raison qu'en 1992, lorsque l'Université du Danemark, professeur Michel Sen et Rémi Chauvin, ont fabriqué une abeille artificielle en cuivre, qu'on retrouve reproduite dans le livre, avec des ailes en lame de rasoir et reliées par ordinateur, avec un logiciel couplé à un GPS, de manière à programmer cette abeille artificielle pour qu'elle danse de la manière dont Carl von Frisch l'avait décrypté, en indiquant la direction. Donc ça a été un travail extraordinaire qui est arrivé à un résultat fascinant, c'est-à-dire que cette abeille artificielle enduite de cire pour être acceptée par la ruche, donc arrive, se pose au milieu de la ruche, se met à danser comme le font les exploratrices. Eh bien, on a vu que les abeilles se dirigeaient à un endroit qui était indiqué. Donc, et ça a été reproduit des tas de fois, et à condition que ce soit vraisemblable. Ça, c'est déjà Carl von Frisch avait constaté cela. C'est que parfois, l'exploratrice, elle danse, et parfois pendant des heures, parce que les autres ne la croient pas, ne croient pas à l'information, elles ne vont pas se déplacer pour rien. Notamment, si ce qu'elle leur indique, c'est un étang. Et là, c'est l'expérience complètement tordue de Carl von Frisch, qui pendant 50 ans a fait les protocoles les plus géniaux et les plus pervers qui existent. Il n'y a pas de fleurs qui poussent sur un étang. Or, les abeilles ont la carte mentale de leur territoire de manière très très forte. Et si l'abeille exploratrice arrive et leur indique un endroit qui est le milieu de l'étang, elles ne vont pas y aller. Elles ne la croient pas.
Sauf que qu'avait fait von Frisch? Il avait mis une barque au milieu de l'étang, et sur la barque, il y avait des fleurs et du nectar. Donc oui, l'exploratrice, elle avait trouvé à cet endroit-là. Mais les autres n'y allaient pas. Alors il a rapproché la barque de la rive. Et là, à ce moment-là, sur l'indication d'une fleur près de la rive, les butineuses y sont allées. Donc voilà, on n'a pas fini avec les abeilles. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré ce livre. Il est beau. Il est voilà. C'est vrai qu'on pourrait. Et puis on a envie de les sauver, d'autant plus qu'on les comprend un peu mieux, qu'on est bluffé par leur organisation, et qu'on sait très bien à quoi ressemblerait un monde sans abeilles. Il y a la photo des régions en Chine où les abeilles ont totalement disparu et où ce sont les hommes et les femmes qui montent dans les arbres et qui pollinisent avec des cotons-tiges, avec un rendement absolument dérisoire, une esthétique assez contestable, et c'est pathétique. Mais ils sont sourire. La photo, elle est terrible, parce qu'il y a un Chinois qui sourit avec son grand coton-tige au milieu des arbres. Et évidemment, c'est pas comme ça qu'on va nourrir la planète. Hein. S'il n'y a plus d'abeilles, Einstein aura raison, malgré les commandos de Chinois apprentis abeilles. Bon. Bah, écoutez, sur cette note humoristique et poétique, qui vous caractérise. Donc optimiste, parce que les abeilles, par exemple, aujourd'hui, les abeilles en ville, non, juste une conclusion heureuse. J'adore. Mangez plutôt du miel de ville et de banlieue, parce que vous n'aurez pas de pesticides. Vous aurez beaucoup plus de variétés. Ah oui, on ne va pas en reparler, mais il y a celui qui, enfin l'apiculteur qui élève des abeilles sur le toit de l'opéra. Le toit de l'opéra, oui, mais c'était le précurseur, ce technicien de l'opéra, qui aujourd'hui quand même, c'est le miel le plus cher du monde. Hein, c'est le miel le plus cher. On l'achète où? Je crois qu'il y en a chez Fauchon, il me semble. Mais non, il y en a un encore plus cher et bien meilleur qui est à Saint-Denis. Ah oui. Et il s'appelle le miel béton, parce que c'est parce que c'est vraiment fait. Bon, c'est en banlieue, on est Saint-Denis, mais il y a ces merveilleux jardins, la basilique et tout ça, où il y a une biodiversité extraordinaire. Et c'est un miel que j'ai goûté qui est absolument exceptionnel. Et donc voilà, les abeilles de banlieue qui vont juste sur les fleurs de rond-point et toutes les fleurs de balcon ont la biodiversité, non pas les pesticides, non pas les OGM, et se portent beaucoup mieux. D'accord, donc achetons le miel de banlieue. Bah écoutez Didier, on va tous vous remercier parce que c'était passionnant. On pourrait vous écouter pendant des heures. Alors je vais passer le micro au public parce que je crois qu'il y a pas mal de questions. Didier, j'aimerais que vous disiez un petit mot pour votre ami Rémi Chauvin, qui, comme la dernière fois quand on s'est vu, je vous avais dit qu'il avait été mon professeur d'éthologie, donc de cela 35 ans, et qui est décédé il y a quelques mois. J'aimerais vous, en mémoire, un petit... Ça me fait très plaisir, cette question, parce que c'était une des grandes rencontres de ma vie. Une des personnes qui ont transformé le littéraire que j'étais, que je suis toujours, mais qui ont donné une dimension de plus avec voilà, cette volonté d'essayer de comprendre le monde végétal et animal qui nous entoure et de comprendre cette intelligence en activité constante. Et puis l'humour iconoclaste de Chauvin que vous avez connu comme étudiant, c'est ce type il a été détesté, parce qu'il y a cette liberté de penser, de parler. Et puis, quand il s'est mis à étudier les médiums de manière scientifique, on ne pouvait pas trop ricaner, parce qu'il était professeur à la Sorbonne. C'était quand même le continuateur des travaux de Konrad Lorenz, de Karl von Frisch, dont on parlait sur les abeilles, le plus grand spécialiste des abeilles et des fourmis. C'était une sommité, mais qui ne s'arrêtait pas à une réputation mondiale, homme sérieux dans ses travaux. Il voulait comprendre. Il voulait... et il avait peur de rien. Et au contraire, quand on voulait le faire taire, ça le rendait encore plus bavard. Et Rémi est mort à presque 100 ans, en ayant jusqu'à la fin cette volonté de repousser les limites dans lesquelles on s'enferme. On enferme la science, on enferme le rêve. Et il m'appelait, mais... jusqu'à un an avant sa mort. Et il commençait chaque jour une idée de livre. Il me disait, c'est pas bon. Il m'appelait, il me disait, bon, ça me plaît pas. T'as pas un sujet pour moi? Faisons un truc ensemble. J'ai encore envie de les faire chier une dernière fois. Là. Je veux dire, sûr, il faut les bousculer, c'est pas possible. Parce que, comme ils s'endorment, là, c'est sur il n'y a plus rien, il n'y a plus de crédit pour la recherche sur l'intelligence des oiseaux, parce que ça leur fait peur.
Alors le singe, oui, il a le droit d'être intelligent parce qu'il ressemble à l'homme, mais les oiseaux, ils viennent des dinosaures, donc ils ne peuvent pas être plus intelligents. Ça, c'était les colères de Rémy, tout à fait justifiées. Il n'y a quasiment plus de recherche, de crédit de recherche en ornithologie, alors que dans le dictionnaire beaucoup de chapitres sur les oiseaux. Tout ce que réussit un chimpanzé, par exemple, l'oiseau le fait en mieux. Oui. Oui, bonjour. Déjà, je voudrais dire que j'ai lu vos paroles. Vraiment, vous êtes absolument passionnant. Je voudrais simplement revenir une chose que je n'ai pas aimée. D'abord, vous êtes un homme et vous avez été un peu négliger de la jante masculine. Ça, c'est un petit détail vis-à-vis des abeilles. Mais juste une petite question. Vous avez fermé la porte sur le ver, avec les recherches qui ont été faites entre le ver de terre et l'homme. Vous avez dit non, à ma connaissance, rien n'a été fait. Vous savez sans doute qu'au moment de la guerre, au moment du nazisme, des recherches ont été faites de manière un peu, je dirais au niveau social, un peu difficile, entre l'homme mort, le cerveau mort. Ça a été fait sur des gens souvent de confession juive, et le lien entre l'animal et l'homme. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez un peu cherché vous-même? Là, vous parlez de Mengele et tout ça, de ses expériences. Mais au niveau du ver de terre aussi Non, je ne dis pas spécialement ver de terre, mais vous avez dit, d'un côté ça s'est fait, d'autre côté ça ne s'est pas fait. Je ne parle pas des vers de terre, mais ça s'est fait entre le rat et l'homme, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Alors là, c'était ce truc complètement dingue. Il y avait les nazis, il faut voir à quel niveau ça se situait. C'était même de greffer des têtes sur d'autres corps, quoi, d'essayer des choses... Enfin, non, mais là, on est dans la folie totale. On n'est pas dans la science, on est dans un système général de pervertissement, de perversion de l'intelligence et d'apprenti sorcier, quoi, qui... Donc, non, je dois vous dire que je n'ai pas exploré, je devrais peut-être, les dossiers des gens qui ont continué les expériences de Mengele, parce qu'à ma connaissance, je ne vois pas sur quoi ça peut déboucher, parce que de toute façon, ce n'était pas au niveau des manipulations génétiques qu'on peut faire aujourd'hui en laboratoire, les réparations d'ADN, les OGM, tout ça. Bon, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus récent, beaucoup plus contemporain, mais parfois, vous avez raison de rappeler ça, les scientifiques, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Faut pas, je veux dire, quand c'est évidemment sans comparaison avec ce qui était fait sur les prisonniers, sur les juifs, et sur toutes les populations, surtout les sous-humains, pour reprendre la terminologie nazie. Mais lorsqu'on fait manger aux vaches de la vache en poudre, et qu'on arrive à la vache folle après, on est dans ce truc de folie aussi, d'expérimentation. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il n'y a même pas une réflexion, c'est juste faire du profit, essayer. Mais bon, ça peut aller très loin. Et ce qu'ont fait les soviétiques, par exemple, là je connais un peu mieux les dossiers, notamment sur, on ne l'a pas évoqué, mais il y a tout un chapitre sur la guerre psychique, la guerre des médiums, tout ça, et les soviétiques ont fabriqué, à partir d'enfants doués, ont vraiment fabriqué des médiums artificiels, à coup d'hormones, de dépresseurs, de choses, de substances qui sont vraiment... et c'est plus près de nous, tout ça. C'était encore dans les années 70, il y a eu des choses épouvantables, et peut-être encore maintenant, on ne sait pas. Voilà, c'est pas la transparence, bien sûr, qui caractérise ces recherches, donc il faut être vigilant. Oui, j'aurais aimé vous entendre sur un sujet dont j'ai entendu parler quand je me trouvais aux États-Unis. La marine américaine, sachant que les Russes travaillaient beaucoup sur la télépathie, a elle-même fait des recherches là-dessus très scientifiques, et pour ce que j'en ai su, a découvert qu'il y avait quelque chose à examiner. J'ai quitté ce pays avant de savoir exactement ce qu'il en était. Est-ce que ceci vous a... Oui, je traite tout ça dans le dictionnaire. Vous parlez de quelle année, là? Moi, j'allais rencontrer, vous savez, les inventeurs de l'ADN, Crick et Watson, pour financer leurs recherches, payés par la marine américaine, ont travaillé sur un certain nombre de choses, comme la guerre bactériologique et la télépathie, parce que... Crick et Watson aussi? Watson et Crick, oui. Ah, je ne savais pas. Ils travaillaient à Harvard. Très étonnant. Et ils ont mis, c'est très simple, l'expérience, vous savez, c'est très américain, on ne part pas de position idéologique, on regarde ce qui se passe. Ils ont pris deux garçons qui étaient des amis, ils en ont mis un dans un sous-marin sous la calotte glaciaire,
et l'autre à Washington. Et à la même heure, chacun devait penser à un chiffre entre 0 et 9, et ils ont cherché la corrélation. Et la corrélation, si je me souviens bien, était de 75%. C'en était là. C'est probablement Puthoff et Targ, des physiciens plutôt que Crick et Watson. C'est probablement Hal Puthoff et Russell Targ qui ont fait ces expériences avec les sous-marins en côte ouest. Crick et Watson l'ont fait. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est possible. Dans ce cas-là, c'est un scoop. Ils vous l'ont dit, c'est eux qui vous l'ont dit. Ah oui. Ah, mais ça, c'est très intéressant. J'aimerais bien voir les... Ah, 62, intéressant. Ah oui. Plutôt. Exactement, 1962. Peu après. Ça, c'est... Parce qu'ils sont parmi les plus féroces en réductionnisme. Excusez-moi, je vous entends. Oui, vous parlez de vos... Ils donnent l'apparence, en tout cas, dans leur discours officiel, de ne pas être du tout ouverts à ces questions. Ah oui. Mais bon, en 1962, peut-être c'était une erreur de jeunesse, qui après, quand ils ont vu le... Oui, ou alors, tout à coup, il y a quand même un moment, une date clé qui est 1995, le moment où, officiellement, on a arrêté les programmes Stargate et tout ça, pour faire autre chose que travailler sur les espions médiums, qui sont une réalité. Là, j'ai plongé dans ce dossier hallucinant. Le premier coming out, c'est le président Jimmy Carter, qui, je crois, 95, quand on lui demande en conférence de presse quel a été le plus grand souvenir de votre mandat, et il répond, c'est le travail des espions médiums qui, en premier, avaient découvert cet avion russe qui avait disparu en Afrique et tout, et qui a été localisé à distance par des gens. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous découvrirez en dictionnaire cette histoire rocambolesque qui a mêlé des réussites incroyables à des plantages spectaculaires, car ça n'est jamais faillible à 100%, bien sûr, c'est le facteur humain, mais il y a ce personnage extraordinaire qui est Joe McMonigal, décoré de l'ordre du mérite, la plus haute distinction militaire pour, c'est la citation, avoir réussi plus de 112 missions d'espionnage à distance. Et ce monsieur qui est venu à Paris, qui a donné des interviews, on trouve sur le site de l'INRES, dans le magazine Exploré, a eu des résultats extraordinaires. C'est lui qui a à partir d'une photo satellite montrant le toit d'un hangar en Russie, on construisait quelque chose d'après les services spéciaux sans savoir quoi, mais c'était très protégé. On lui donne la photo de ce toit et sans ouvrir l'enveloppe, il dessine ce qu'il ressent. Il dessine un sous-marin géant à 2 coques avec un système de torpille de lancement incliné. Et quand le Conseil de la Sécurité nationale reçoit ça, ça ne peut pas exister, c'est un pur fantasme. Et McMonigal leur dit, eh bien alors votre pur fantasme, je peux vous dire qu'il sera lancé dans 120 jours. Enfin, au bout de 120 jours, on aura quand même des satellites, et on voit d'un coup trancher, creuser tout ça, puis se hangar jusqu'à la mer, et on voit sortir ce fameux sous-marin, la classe Typhoon. Et là, c'est une réussite qui est exactement telle qu'il l'avait dessiné. Voilà, on découvre tous les travaux soviétiques, tous les travaux américains dans ce domaine-là, et puis à un moment donné, c'est allé trop loin. Il faut dire que quand le Pentagone a directement pris la direction de ses affaires, tous les généraux qui arrivaient devenaient complètement fous, ils perdaient la tête. Ils faisaient venir en même temps des types pour tordre les petites cuillères, pour faire de la matérialisation d'esprit, ah mais ça existe, alors c'est génial, et ils pétaient les plombs tous. Donc vous allez voir, c'est une histoire rocambolesque, mais qui a été une réalité. Alors aujourd'hui, c'est le silence radio, mais certainement que ça continue. Mais ils ont essayé de remplacer l'humain faillible par des machines plus sûres. Et HAARP, peut-être que la vérité sur HAARP, eh ben, c'est le dessinateur E.P. Jacobs de Blake et Mortimer qui l'a trouvé en 1959 dans un album qui s'appelle SOS Météore, et où on voit des antennes qui envoient des ondes qui rendent les gens fous, agressifs, comme ça, pollution mentale. Et 1959, vous pouvez trouver l'album en librairie, SOS Météore, Blake et Mortimer. Les poètes sont parfois en avance.
Une dernière question. Oui, dernière question. Bonsoir, Gérard Ferreira. J'ai une question. Je souhaiterais avoir votre point de vue parce que, en vous écoutant ce soir, on sent que vous avez exploré tous ces univers, je dirais, qui sont quasiment dans l'invisible, bien souvent, qui sont également des mutations constantes, parce qu'il y a l'histoire même de l'évolution humaine, au fond, et bien avant. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est peut-être un peu nouveau, qu'on n'a pas abordé, et qui est un phénomène qui vient d'une mutation de notre société qui va s'accélérant. C'est un phénomène qui a démarré un peu après la guerre et qui s'est développé fortement après, et puis qui a pris son essor aux États-Unis. C'est tout ce qui va toucher, je dirais, à l'intelligence artificielle, tout ce qui va toucher à domotique, robotique, tous ces systèmes nouveaux pour nous, qui sont au fond des moyens 1000 fois plus, enfin je dis 1000, ça pourrait être 10 000 ou 1 milliard, supérieurs à l'intelligence qui pourrait être la nôtre. J'ai par exemple autour de moi, parce que je préside un certain nombre de cercles, notamment un cercle d'entrepreneurs, où certains m'ont fait part de personnes qu'ils connaissent qui font des travaux à très très haut niveau sur une nouvelle génération de robots. Alors, c'est pas le robot tel qu'on peut le voir au cinéma, avec ces côtés un peu amusants, c'est bien le contraire. Ce sont des robots qui sont très 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 perfectionnés et qui sont que le point de départ d'une autre perfection de robots beaucoup plus forte. Et en vous écoutant ce soir, j'avais le sentiment qu'effectivement vous étiez dans l'histoire de ce qu'on va appeler, depuis la naissance du monde, de tout ce qui a pu se produire, qui ne s'explique pas bien souvent, qu'on découvre au fur et à mesure. Mais moi, ce qui me sidère et ce qui me captive, au fond, c'est l'idée de se dire que cet homme que nous sommes aujourd'hui, qui est encore à un stade très inférieur de son évolution malgré tout, a mis en route un process qui fait que par des systèmes très intelligents qui vont de miniaturisation en miniaturisation, qui vont devenir quasiment invisibles et beaucoup plus performants, ces espèces d'intelligence, de robots, de tout ce qu'on peut pressentir qui va arriver malgré tout, eh bien eux-mêmes vont être dotés à leur tour d'une forme de reconnaissance avec une sorte de possibilité de fabriquer eux-mêmes d'autres générations de robotique. Et par rapport à ça, je me pose vraiment la question, parce qu'elle est fondamentale, du rôle qui va être le nôtre petit à petit, si on ne va pas se laisser dépasser, manger. Vous avez tous à l'esprit le film de Stanley Kubrick, Odyssée 2001, où effectivement on débranchait, mais il se rebranchait, ce robot qui entretenait la... Il y a peut-être un facteur qui peut nous sauver dans ce cas-là, des dangers de l'intelligence artificielle, c'est les ravages de la bêtise humaine. Parce qu'à mesure que, évidemment, tout ce domaine progresse, vous avez quand même une très grande partie de la population mondiale qui s'enfonce dans des fanatismes où la civilisation est singulièrement absente, qui reviennent à l'état tribal, qui réveillent vraiment tout ce qu'il y a de pire et parfois d'intéressant dans le cerveau reptilien. Donc il y a un mouvement constant. Il n'y a jamais simplement, on sent bien dans toute l'étude de l'évolution, il n'y a jamais simplement un mouvement qui va vers l'avant, il y a toujours quelque chose qui se régule. La planète qui nous a donné vie, à laquelle nous sommes, est un miracle de régulation. Déjà, l'homéostasie qui permet simplement, qui est la vie sur Terre, que tout ne brûle pas, l'équilibre oxygène, hydrogène, tout ça, qui a toujours ce même taux, quelles que soient les explosions volcaniques, nucléaires ou autres, tout ça, ce rééquilibrage constant, comme les plaques tectoniques, on vit dans une apparence d'équilibre qui est née d'un travail de compensation constante des plaques tectoniques et de la gravitation, antigravitation, etc. Donc, si vous voulez, il y a, chaque fois qu'il y a eu un rêve ou une angoisse de quelque chose qui remplace le facteur humain, le facteur humain a repris le pouvoir d'une autre manière. Mais s'il y a un danger, bien sûr qu'à un moment donné, on peut se dire, si le robot peut fabriquer les autres robots, ben, un jour, il n'aura plus besoin de l'homme. Et la littérature a déjà traité ce sujet de manière inquiétante et parfois assez séduisante intellectuellement. Il y a d'autres dangers, si on en parle, si on veut se faire peur. Numéro un, c'est au niveau des bactéries. J'ai tout un chapitre sur les bactéries. Elles nous ont donné naissance, elles sont peut-être en train de nous détruire. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir augmenté la charge offensive des antibiotiques et tout ça, et donc
Évidemment, les bactéries s'immunisent, comme les insectes avec l'insecticide. La dernière génération de super antibiotiques à base de peptides, qui sera commercialisée demain, risque d'être une catastrophe absolue, puisque les peptides, c'est ce qui fait la paroi de nos cellules, de nos anticorps. Donc si les bactéries deviennent résistantes aux peptides et les éliminent, ça en est fini de l'espèce humaine. Et alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver très très vite, avant qu'il y ait ce danger du côté des robots. Donc il y a vraiment des cris d'alarme, là, pour le coup, qui sont lancés par les grands biologistes, qui disent, mais arrêtez, et par des chimistes aussi, arrêtez cette course au profit des laboratoires qui peut vraiment amener à une extinction physique de l'espèce humaine. Ça, c'est, à mon avis, de toutes les peurs que l'on nous vend, celle-là, on ne cherche pas à nous la vendre, hein, on nous la cache bien, mais quand vous écoutez les spécialistes, là, il y a vraiment des raisons d'être inquiet. Bien, écoutez, merci à tous, merci Didier.